Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter trois decks. Trois decks qui sont des idées de decks qui m'intéressent pour le chapitre 5, que j'ai pas encore pu tester parce que malheureusement j'ai pas encore récupéré toutes mes cartes, mais que j'espère vous présenter en remote duel dès que j'en aurai la possibilité. Alors ces trois decks là, c'est pas forcément des decks que vous avez pu voir performer dans les premiers tops du chapitre 5, ou alors des decks qui sont très populaires sur internet. C'est plutôt des idées que j'ai et que j'avais envie de vous partager. Alors, certaines idées sont plutôt populaires et on cherche tous à trouver la meilleure version du deck, mais d'autres idées sont pour le coup un peu plus cachées et j'ai hâte de vous les présenter. Avant de switcher dans la vidéo, j'aimerais vous présenter La Belle Carte. La Belle Carte, c'est quoi? C'est notre site internet sur lequel nous vendons des produits TCG et notamment du Lorcana. Pour le chapitre 5, on a évidemment toute la gamme avec notamment les displays qui sont encore en précommande jusqu'au 23 août et des troph packs. On a aussi donc les tapis et les préconstruits pour ceux qui voudraient découvrir le jeu. Donc si jamais vous avez besoin de produits TCG, mais notamment de produits Lorcana, je vous invite à passer directement par labellecarte.fr. Le lien est en description. En parlant de La Belle Carte sponsorise cette vidéo. C'est très simple pour participer. Il vous suffit de laisser un pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et d'être abonné à la chaîne. Et vous pourrez tenter de gagner un des préconstruits du chapitre 5. On tirera au sort un commentaire dans quelques jours et vous recevrez le préconstruit chez vous, idéal pour débuter ou découvrir l'Orcana si jamais vous ne connaissez pas. J'en profite aussi pour vous dire que La Belle Carte maintenant est présent sur Card Market. Si vous cherchez des cartes de jeu, que ce soit des rares, des super rares ou des légendaires, on a pris un temps fou à tout lister. On a plus de 1900 cartes qui sont actuellement disponibles sur Card Market et on en a des milliers d'autres qui vont bientôt être listées. Donc si vous avez besoin de cartes à l'unité pour créer vos meilleurs decks, eh bien n'hésitez pas à passer par La Belle Carte sur Card Market. Je précise pour ceux qui regarderont cette vidéo quand elle sort ce soir que je suis en live sur Vogt pour un show à l'unité exceptionnel. Vous avez un code de parrainage 10 € si jamais vous avez jamais créé votre compte Vogt en rentrant le code La Belle Carte. Ça vous permettra d'avoir 10 € offerts sur votre première commande et je serai en live notamment pour des cartes à l'unité Lorcana, quelques légendaires très recherchés évidemment. Bon, pour les trois decks que je vais vous présenter, on va aller du plus évident au moins évident. Évidemment, il y a d'autres decks que je garde dans ma besace, que je vous présenterai peut-être plus tard. Ce ne sont pas les trois seuls decks qui m'intéressent au chapitre 5. Je vous en ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Et j'ai encore des decks que je garde sous le coude parce que je voulais faire une vidéo assez rapide, assez concise. Le premier deck dont j'ai envie de vous parler, eh bien, c'est ce deck Blurple. Alors pour le coup, Blurple, c'est pas si novateur. Il y a pas mal de gens qui cherchent à faire fonctionner cette association de couleurs sur leur notamment depuis le chapitre 3 et le chapitre 4. Le chapitre 5 nous a donné des cartes qui, à mon avis, sont des cartes clés et qui permettent à l'archétype de devenir de plus en plus jouable. La carte maîtresse, c'est notamment le Big Ben. Big Ben, c'est une carte qui coûte un mana et qui dit que lorsque vous le jouez, vous pouvez donner rush à n'importe lequel de vos personnages. Ça va permettre d'apporter un petit peu de gestion de terrain à un deck qui en manque cruellement. Blurple, sa force, c'est d'être très fort à la fin de la partie, mais sa faiblesse, c'est d'avoir de gros problèmes justement pour gérer tout ce qui est early game, voire mid game. Big Ben, ça répond bien à cette problématique-là, parce que c'est un drop 1 qui va te permettre très rapidement d'aller chercher les cartes menaçantes de l'adversaire. Aux côtés de Big Ben, on couple des Rafiki, des Madame Mime, histoire d'avoir quand même pas mal de stats sur le début de la partie et pouvoir tempérer un petit peu les ardeurs, notamment au chapitre 5 avec des cartes comme Daisy. Pour le plan du deck derrière, c'est très simple vraiment. On essaye de ramper le plus rapidement possible avec notamment Tipo et Mickey Mouse, puis ensuite de jouer des cartes qui ont énormément de statistiques et d'effets. Je pense notamment à Elsa, Cusco, Big Ben, Merlin. L'effet de Merlin, ça va nous permettre d'aller chercher la carte que l'on souhaite dans notre deck au moment opportun. Ça peut être une Elsa, mais ça peut être aussi juste un Merlingot pour aller finir la partie. Elsa, c'est une carte qui va bloquer le board de l'adversaire et dans la synergie Boons que l'on va avoir au milieu de partie avec notamment Madame Mime Renard et Madame Mime Serpent, on va être capable de réutiliser son effet pour totalement bloquer la partie. En fait, c'est très simple, Blurple, c'est un deck qui peine à aller au late game, mais lorsqu'il y est, c'est vraiment le roi de l'Orcana. Il est très difficile à battre parce qu'il propose des choses qui sont juste plus puissantes que les autres decks. Il y a un autre avantage à avoir un petit Big Ben au tour 1 et qui magnifie un petit peu l'association de couleurs, eh bien c'est le fait qu'on puisse altérer Cogworth. Oui, je sais, vous qui jouez bleu-gris depuis longtemps, vous êtes habitué à jouer cette carte pour 5 mana, mais maintenant, en Blurple, on est capable de la jouer pour 3 mana dès le tour 3 grâce à notre Big Ben, et ça, pour le coup, ça fait une différence de fou. Ça va permettre de protéger notre board, ça va nous permettre d'avoir un chanteur très rapidement dans la partie, une carte hors d'atteinte, et surtout un très bon loreur. Donc c'est vraiment déterminant de pouvoir jouer ce Big Ben très rapidement.
sur notre drop 1. On rajoute évidemment Madame Mime qui nous sert à être un boons supplémentaire dans la stratégie. Et au-delà de ça, on a le château de la reine pour piocher des cartes et les très bonnes chansons que sont Mes amis de l'au-delà et Libéré, délivré. Si ce deck-là arrive vraiment à gommer ses défauts sur le début de la partie, c'est vraiment un deck qui est très intéressant. Il a toute la boucle boons pour le mid-game et vraiment en late-game, il me paraît être très très difficile à aller chercher. Il y a quelques ajouts aussi savoureux, notamment la Elsa A5 qui va nous permettre de faire un petit clean de board et en plus de shifter de manière assez satisfaisante la Elsa A8. C'est un deck qui a très peu de non ancrables, donc qui est très fonctionnel avec seulement 12 non ancrables. Et on a Cusco qui est vraiment l'équipier polyvalent ce deck-là et qui va permettre ou de ramper ou alors de faire de la gestion spécifique face à une problématique que pourrait avoir le deck. J'adore cette association de couleurs. Malheureusement, ça fait vraiment pas mal de sets que les gens se cassent les dents dessus. Voici ma proposition de Blurple. J'ai hâte que vous puissiez la tester ou que je puisse la tester pour voir un petit peu ce qu'il en est dans le méta actuel. Je précise qu'un des meilleurs ajouts de ce deck-là, au-delà de Big Ben, c'est aussi Typo, parce que Typo, c'est un personnage qui va pouvoir ramper quand on le joue, et du fait que ce soit un personnage, c'est vraiment très important, parce que ça nous permet, avec la boucle Boons de Madame Mime Renard et Madame Mime Serpent, eh bien de pouvoir continuer à accumuler de la ressource tous les tours. Deuxième deck dont j'ai envie de vous parler, celui-là, il est un peu moins évident. On est sur une version mid-range, base rubis. C'est un petit peu comme Umber Steel, sauf qu'on troque le gris pour le rouge. L'idée, c'est de jouer des chansons. Pour ça, on va être aidé notamment avec Ariel et Navin, qui sont à la fois de très bons chanteurs, mais en plus des cartes qui synergisent avec les chansons. Au-delà de ça, on va avoir toute la boucle de Rapunzel, donc de réponses, et des cartes qui, elles, vont se blesser elles-mêmes. Je pense à Mulan et Mergotel. Au niveau des chansons, on va avoir ce qui se fait de mieux dans la bicolorité. Donc Be Your Guest, Tis and Ambition, Be King Undisputed, qui sont toutes des chansons qu'on va pouvoir chanter très facilement avec le prince Navin. Mais aussi, on va avoir des cartes comme Look at This Family et Be Prepared, qui elles sont des chansons qui vont être un petit peu plus demandantes pour être chantées, mais qu'on va quand même chanter pas si difficilement, notamment grâce au fait que Ariel et Navin soient de très très bons mélomanes. Et puis à côté de ça, on a une stratégie très agressive avec notamment Daisy Duck, Finn Rider et Sisu pour essayer de prendre de vitesse les jeux un peu mous. Donc vraiment, on est sur un deck bien mid-range qui utilise que des cartes qui sont puissantes individuellement, qui essayent de piocher beaucoup de cartes, et puis de tricher sur la mana grâce à Ariel et Navin pour jouer des chansons très puissantes. J'ai pas trop vu de decklist passer qui allait dans cette thématique-là. C'est vrai que jaune-rouge, c'est beaucoup plus axé sur la synergie avec Mufasa et des personnages, mais c'est quand même pour moi une bicolorité qui laisse place à la créativité avec les chansons. Donc j'avais vraiment envie de vous reproposer un petit peu comme au chapitre 4, et ben une version Ariel, chanson, Ruby, un petit peu mid-range, qui pour le coup là ne joue quasiment aucune mauvaise carte. Est-ce que le fait d'avoir une stratégie très offensive sur le début de la partie, avec notamment les Daisy Duck, les Mergotel, les Sisu, les Flynn Rider, et une stratégie quand même un peu mid-range late game avec le fait de jouer des chansons très très chères au bout de la partie, fera quand même fonctionner le deck. On a RP Boons qui est capable d'avoir à la fois un très bon early game et à la fois un très bon late game. Est-ce que finalement on est sur une autre proposition, une alternative très proche de ce plan de jeu-là? Peut-être, en tout cas j'ai hâte d'essayer. Et enfin, ça, c'est mon petit bébé, le deck que personne ne voit venir, qui n'intéresse globalement pas les gens. On sait que gris-rouge, c'est une association de couleurs qui a très peu été mis en avant par l'Orcana depuis le chapitre 1. À chaque sortie d'extension, il y a des gens qui essayent, mais vraiment c'est une toute petite communauté d'adorateurs de gris-rouge qui essayent de faire fonctionner le deck. Le grand public, globalement, s'en fiche un peu. Mais là, au chapitre 5, je dis pas que le deck va être compétitif ou alors qu'il est fonctionnel, que c'est un bon deck, mais en tout cas, le chapitre 5 lui a donné pas mal d'armes pour avoir un build synergique qui a l'air d'être cohérent et qui ressemble à quelque chose. Est-ce que ça sera assez puissant pour exister dans le metagame? Ça, honnêtement, j'en sais rien, mais j'avais vraiment envie de vous proposer cette alternative-là. La carte vraiment qui nous a donné envie de proposer gris-rouge, eh ben, c'est la piste de Sugar Rush qui nous permet de pouvoir déplacer nos personnages sur d'autres lieux de manière gratuite tout en les blessant. Ça va nous permettre notamment de synergiser avec la fête de Ratigan qui va nous faire gagner 2 de l'or pour chaque personnage blessé qui est sur le lieu. Et puis on a aussi la mine des 7 nains qui va pouvoir faire de la gestion de board dès qu'on déplace des personnages sur ce lieu. Et si en plus c'est des chevaliers, on va pouvoir blesser
blesser un petit peu plus le board de l'adversaire. Donc tous ces lieux fonctionnent très très bien en synergie avec nos personnages. On va avoir notamment Tafita. À chaque fois qu'on joue ce personnage, si on a un lieu en jeu, on va pouvoir réduire le lore de l'adversaire. C'est une carte en plus qui nous permet d'altérer très facilement pour 2 mana et donc de prendre un parti pris assez agressif. Ici, Tafita, dès qu'elle est déplacée sur un lieu, et je rappelle qu'on va essayer de les déplacer gratuitement, nos personnages, et ben on va pouvoir gagner 2 de lore. Ça nous permet de générer du lore à distance. On a juste des cartes qui sont puissantes et individuelles, comme Robin des Bois qui va se shifter sur le meilleur alter du jeu. On a Monsieur Mouche parce que c'est une stratégie agressive et qu'on a besoin de très bons loreurs en early game. Mini parce que c'est une carte qui se met bien dans les lieux. Du fait qu'elle soit insaisissable, elle tient bien les lieux et en plus elle lore rapidement. On a Tuk Tuk qui est une autre carte insaisissable qui permet de bien tenir les lieux également. Le John Silver qui profite aussi d'avoir pas mal de lieux sur le board pour générer pas mal de lore et aussi être un body assez intéressant. Et puis à côté de ça, on a la sous-synergie des nains qui eux sont des chevaliers qui fonctionnent bien avec la mine des 7 nains et qui en plus ont des effets individuels puissants. On joue pas les mauvais nains, on joue que ceux qui sont intéressants. On a Joyeux qui est très très bon en early game et du fait qu'il gagne insaisissable, il est capable d'aller chercher notamment des diablos adverses peut-être. On a Prof qui est un excellent nain de fin de partie. Lui nous permet de défausser notre main et de piocher 2 cartes. Mais quand on n'a plus de main, eh ben on va seulement piocher 2 cartes. Et donc à ce compte-là, il est vraiment très puissant. Et puis enfin, on a Grincheux qui lui a plein de synergies et de capacités en fonction des autres chevaliers qu'on contrôle. Donc vraiment, une liste qui est peut-être pas assez puissante pour fonctionner dans la sphère compétitive du jeu, mais pour tous ceux qui aiment jouer des decks fonctionnels, synergiques, intéressants, exotiques, un petit peu différents, et ben là, à force de pousser la synergie lieu avec le gris et le rouge, et ben on arrive à quelque chose qui commence à ressembler à un deck sympathique. Alors les gens me diront, pourquoi t'as pas mis Jim Hawkins, pourquoi tu mets pas des lieux comme RLS Legacy? Ma vision de ce deck-là, c'est un deck très agressif qui va essayer d'aller récupérer du lore rapidement et d'étrangler l'adversaire avant qu'il ne soit capable de stabiliser. Et à ce titre-là, je veux que ma curve soit le plus bas possible. Je veux que les cartes que je vais jouer les plus chères soient des cartes à 2 ou à 3 mana. Et Jim Hawkins, on sait que c'est une carte qui coûte 5, qui va ensuite nous permettre de jouer un lieu qui coûte 4 mana. Et donc, c'est des cartes qui ne rentreraient pas dans la stratégie très offensive que j'ai dédiée à ce deck-là. J'espère que la proposition vous plaît. N'hésitez pas, si jamais vous avez les cartes chez vous, si jamais vous imprimez des proxys, à tester et à me faire vos retours. Je trouve que c'est aussi intéressant en début de format de pouvoir tester des choses qui sont assez excentriques, en tout cas qui sortent de l'attente commune compétitive. Honnêtement, quand le méta va se stabiliser, quand le metagame sera résolu et que les meilleurs decks, entre guillemets, seront identifiés, ça deviendra beaucoup plus difficile d'être innovant. Donc si on a des moments pour tester les nouvelles stratégies, même celles qui sont peut-être un peu moins puissantes, eh ben, c'est vraiment en début d'extension. Voilà, je vous rappelle que je suis en live actuellement sur Vogue, que le lien est en description, que vous pouvez télécharger l'application et venir acheter des cartes à l'unité directement pendant mon show. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les decklists que je vous ai présentés vous ont plu. J'en ai 2-3 autres dans ma besace, dont un gris-violet que je peaufine pour pouvoir vous le présenter prochainement. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.